Bonjour et bienvenue à la première des formations offertes par l'infrastructure en évaluation économique du réseau TESEL. Je suis Jason Gartin, je suis directeur de l'infrastructure et celui qui va vous faire la présentation aujourd'hui. Aujourd'hui, le but de la présentation est de vous introduire au concept d'évaluation économique afin que les chercheurs en médecine régénératrice puissent avoir certaines orientations futures sur comment intégrer l'évaluation économique et comment comprendre l'évaluation économique pour leurs projets propres. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui sera comme suit. Nous allons commencer avec une introduction sur les types d'évaluation économique qu'on a en évaluation économique de la santé. On va poursuivre avec une description de quelques types de modélisation qu'on peut avoir en évaluation économique. Introduire par la suite l'analyse d'impact budgétaire, qui est un autre domaine de l'évaluation économique qui est entrepris, qui peut être très important pour les chercheurs en médecine régénératrice, et conclure avec certaines suggestions de thématiques que vous pourriez vouloir vous-même intégrer dans vos projets afin de préparer les évaluations économiques futures de vos propres projets. Débutons à l'instant. Le but de l'évaluation économique, c'est toujours d'aider les décideurs publics et privés à déterminer si l'adoption d'une technologie de la santé représente la meilleure utilisation des ressources qui sont disponibles, tout en maximisant la santé de la population. Il y a toujours un équilibre qui doit être fait entre les ressources qui sont disponibles aux décideurs et maximiser la santé des populations. Donc, cette dichotomie doit toujours être considérée en évaluation économique. L'évaluation économique, c'est quoi, par contre? L'évaluation économique, c'est une analyse comparative entre deux ou plusieurs technologies de la santé, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue de leurs conséquences. On peut dire l'efficacité des traitements. Point très important, en évaluation économique, le fait de ne pas offrir de traitement, le fait d'utiliser le statu quo, c'est aussi considéré une technologie de la santé. On entreprend de l'évaluation économique généralement suite à la publication d'une étude randomisée contrôlée qui a démontré l'efficacité du nouveau traitement par rapport au traitement standard. Ce n'est pas le seul moment qu'on peut le faire, mais c'est dans la littérature ce que vous avez remarqué qui est le plus commun. Donc, quelques petits points importants, quelques concepts importants à apprendre. J'en présente trois. Les perspectives de l'étude, l'horizon temporel de l'étude et l'actualisation des coûts et bénéfices. Donc, la perspective. La perspective, grosso modo, c'est le point de vue duquel l'analyse économique est entreprise. Il y en a plusieurs, on va en présenter 4 dans le cadre de cette présentation, mais il pourrait y en avoir d'autres dans certains contextes. Ce qui est important de garder en tête, c'est que la perspective de l'étude, ça identifie quelles composantes économiques on doit intégrer dans notre évaluation économique. La plus importante et la plus macro, c'est la perspective sociétale. Dans le fond, c'est la perspective qui considère tous les coûts, tous les bénéfices qui peuvent être possibles. D'un point de vue théorique, c'est la meilleure. Cependant, c'est excessivement difficile d'obtenir de l'information sur toutes les dimensions intégrées dans une perspective sociétale. Donc, généralement, même si c'est celle qu'on désirerait avoir, c'est rarement celle qu'on est capable d'entreprendre dans notre étude. Je présente par contre quelques sous-perspectives que vous pourriez considérer pour vos propres projets. Première perspective qu'on va discuter, c'est la perspective des patients. Donc, la perspective patient, c'est tout ce qui est assumé monétairement par le patient. Ou dans un système québécois, on peut penser au copaiement sur les médicaments, les soins médicaux non cliniques, penser à les soins en psychologie, en réadaptation. Il y a aussi l'accès aux soins demande généralement des frais. Donc, accéder lorsqu'on est en auto, on va prendre notre voiture, l'utilisation de la voiture, le stationnement, transport en commun dans certains cas. Et il y a aussi, évidemment, pour certaines maladies, des pertes de salaire importantes. Évidemment, il y a d'autres items que vous pourriez considérer, mais toujours l'idée que la perspective patient, c'est les dépenses encourues directement ou indirectement par le patient ou ses proches. La prochaine perspective, c'est la perspective du centre hospitalier. Le centre hospitalier, principalement, ça va couvrir les dépenses du salaire du personnel non médical, certains frais de fonctionnement, si on peut penser à l'électricité, le chauffage. Donc, c'est quand même très limité, mais c'est un gros fardeau économique à considérer. C'est généralement des dépenses qui vont être importantes, particulièrement dans le contexte de la médecine régénératrice. D'un point de vue plus large, par contre, parce que le centre hospitalier, c'est uniquement un centre hospitalier à la fois, il y a la perspective qui la chapeaute, qui est la perspective du ministère de la Santé. Dans le Québec, du moins, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, en plus de contenir tout ce qui est dépensé dans la perspective du centre hospitalier,
Il y a aussi d'autres dépenses qui vont être encourues par le ministère de la Santé. Il y a par exemple les médicaments qui sont couverts par le régime public d'assurance médicaments, les honoraires des médecins qui, eux, étaient exclus généralement des hôpitaux, mais vont être inclus au ministère de la Santé, ainsi que certains soins médicaux qui sont offerts aux patients, mais offerts hors du système de santé. Par exemple, si on penserait à des frais qui seraient ou des dépenses en santé qui seraient encourues par les CLSC. La dernière perspective que je vais discuter aujourd'hui dans ce webinaire, c'est la perspective de l'assureur privé, les assurances privées. Parce qu'au Québec, au Canada, en plus du système public, comme vous savez, nous avons un système d'assurance qui va être privé. Ce système d'assurance va couvrir seulement certaines composantes de coûts. Il va être généralement complémentaire au système du ministère de la Santé. Donc, il y aurait des perspectives qui seraient complémentaires en dépenses qui pourraient être encourues seulement par une des deux perspectives. Les exemples les plus faciles, c'est imaginer les médicaments qui sont couverts par un assureur privé. Ceux-ci ne seraient pas couverts par le ministère de la Santé. Donc, il y aurait vraiment une dépense différente, même si c'est une famille de coûts qui, elles, seraient semblables. La prochaine catégorie, c'est l'horizon temporel. L'horizon temporel, c'est brièvement la période sur laquelle les coûts et les résultats, soit bénéfices, conséquences, efficacité, sont mesurés dans le cadre de l'évaluation économique. L'horizon temporel dans une étude, ça peut être court, quelques jours, quelques semaines, un épisode de santé très aigu, mais ça peut aussi être très très long. Dans des cas les plus extrêmes qu'on pourrait imaginer, c'est l'espérance de vie du patient. Donc, à partir du moment qu'on initie le traitement jusqu'à son âge de décès projeté. L'important lorsqu'on entreprend le choix de l'horizon temporel, c'est que l'horizon temporel doit couvrir l'entièreté de la période pertinente au projet. Si votre traitement est un traitement aigu, l'horizon temporel aura tendance à être un horizon temporel court qui dépasserait que très peu la période de la maladie. Par contre, si votre traitement peut avoir une implication sur l'espérance de vie du patient, l'horizon temporel, lui, devrait couvrir l'entièreté de cette période. Je vous donne un exemple dans un contexte où on a un seul traitement. Vous avez ici, à gauche complètement, l'initiation du traitement. On voit qu'au travers du temps, entre l'initiation et le décès du patient, il va y avoir des événements qui vont engendrer des coûts. Si on choisit un horizon temporel court, on pourrait manquer plusieurs des coûts. Par contre, si on fait un horizon temporel jusqu'à l'espérance de vie du patient, on voit qu'on va couvrir l'entièreté des coûts associés à ce traitement. La question est relativement simple parce qu'on examine une seule condition. Comme je dis, par contre, l'évaluation économique a tendance à toujours évaluer un deuxième comparateur. Rajoutons donc ce deuxième comparateur à notre scénario. Donc, vous avez maintenant l'initiation d'une deuxième technologie qui, elle aussi, va associer avec certains coûts, certaines dépenses de santé. Si on prend le premier horizon temporel que je vous ai montré tout à l'heure, on voit qu'il y a un très gros déséquilibre dans les dépenses. La nouvelle technologie va engendrer beaucoup plus de dépenses, du moins dans l'horizon temporel court, que dans l'horizon temporel subséquent, où est-ce qu'on voit un meilleur équilibre entre les deux. Donc cet horizon temporel va influencer grandement le résultat de votre évaluation économique parce qu'il va inclure ou exclure certains coûts, juste parce que ceux-ci ne sont pas couverts par la période choisie. Finalement, l'actualisation des coûts et des bénéfices représente un processus par lequel les coûts et les avantages se rapportent à une période donnée. Généralement, c'est nécessaire d'avoir une période ou un horizon temporel qui dépasse un an pour que l'actualisation soit en jeu. Mais l'actualisation, ce que ça va faire, c'est que ça va convertir en valeur actuelle au moyen d'un taux d'actualisation ses bénéfices et ses coûts futurs. En pratique, l'important à ce moment-ci, c'est de garder en tête que l'actualisation, plus un coût ou un avantage découlant de l'utilisation d'un traitement va arriver loin dans le futur, l'actualisation va avoir tendance à diminuer sa valeur, diminuer son importance. Donc, l'actualisation, qui est un processus obligatoire d'évaluation économique au Canada, favorise grandement ce qui arrive à court terme et sous-valorise ce qui arrive à long terme. Vous voyez dans cette diapositive les 4 sortes d'évaluation économique, les 4 types d'évaluation qu'on peut considérer. Donc, vous avez les analyses de minimisation de coûts, analyse de coût-efficacité, analyse de coût-utilité, analyse de coût-bénéfice. Point très important, vous allez remarquer que la première rangée reste pareille, peu importe le type d'analyse qui est entrepris. Ce qui est important de garder en tête, c'est les coûts, peu importe l'analyse qu'on entreprend, vont toujours rester les mêmes. Ce qui influence les coûts
c'est la perspective et l'horizon temporel. Mais le type d'analyse, lui, n'influencera pas quel coût est considéré. Ce qui change, par contre, c'est vraiment la deuxième rangée. C'est les conséquences qu'on utilise dans l'évaluation économique et comment on va les mesurer. Premièrement, l'analyse d'immunisation de coût. Pour qu'elle soit valide, l'analyse d'immunisation de coût assume que toutes les conséquences, donc les mesures d'efficacité, l'entièreté de celles-ci, dans toutes les interventions qui vont être comparées, soient identiques. Lorsque ce paramètre et ce critère est atteint, qui est très rare à atteindre, mais lorsque celui-ci peut être atteint, l'analyse d'immunisation de coût, ce que ça va faire, c'est que ça va favoriser l'intervention la moins dispendieuse. Donc, on va favoriser ce qui coûte le moins cher lorsqu'on entreprend l'analyse d'immunisation. Le problème avec l'analyse d'immunisation de coût, c'est que pour qu'elle soit valide, il faut que l'entièreté de toutes les conséquences étudiées pour toutes les interventions considérées soit identique. En pratique, c'est excessivement rare que toutes les conséquences de toutes les interventions soient identiques. La seule exception concerne les médicaments génériques où là, on assume qu'il y a une exactitude dans les effets. Donc, les effets sont identiques entre les médicaments brevetés et les médicaments génériques. Et dans cette conséquence, la seule facteur qu'on va considérer, c'est le coût, favorisant ainsi le médicament générique parce que celui-ci est généralement moins cher. Les trois autres sortes d'analyses économiques qu'on va examiner dans le cadre de ce webinaire vont assumer qu'il existe des différences en termes de conséquences dans les interventions examinées. Première des trois qu'on va parler, c'est l'analyse coût-efficacité. L'analyse coût-efficacité, son objectif, c'est d'identifier la rentabilité des interventions en termes du coût différentiel et de l'efficacité différentielle entre les traitements. Grosso modo, elle cherche l'intervention ayant le meilleur rapport qualité-prix, la meilleure rentabilité. Le résultat de cette analyse est généralement présenté grâce au rapport de coût-efficacité différentiel, qui en anglais est plus communément appelé le ICER, the Incremental Cost Effectiveness Ratio. La formule suivante vous donne la formule permettant de calculer le ICER. C'est le ICER ou le RCED en français est le différentiel du coût entre le traitement B et le traitement A sur le différentiel de l'efficacité entre le traitement B et le traitement A. Le traitement B, dans ce cadre-ci, serait un nouveau traitement, potentiellement un traitement développé par certains membres du réseau TESEL, et le traitement A représenterait le traitement standard. Il serait possible d'examiner des traitements qui sont deux traitements différents ou de rajouter des comparatifs, mais dans le cadre le plus simple, l'exemple qu'on va privilégier, c'est que le traitement B, c'est la nouvelle intervention, et le traitement A, c'est le traitement standard. Le résultat de ce rapport est plus facile à identifier lorsqu'on l'examine sous forme de graphique. Vous avez, dans un plan cartésien, 4 scénarios représentant les 4 scénarios possibles ou 4 résultats possibles de l'estimation du rapport coût-efficacité différentiel. Dans le cadran en haut à gauche, vous avez une situation où on va dire que c'est dominé. C'est que votre rapport coût-efficacité différentiel va être négatif parce que le nouveau traitement par rapport au traitement standard assume que celui-ci est plus dispendieux et moins efficace que le traitement standard. À l'opposé, dans le cadran sud-est, donc en bas à droite, vous avez le scénario inverse où est-ce que le nouveau traitement sera non seulement plus efficace, mais aussi moins coûteux. Il sera considéré dominant. Vous avez vraiment ces deux scénarios où est-ce que le résultat est excessivement facile à interpréter. Dans le cadre de ce contexte, si on a un traitement qui va être dominé, celui-ci ne sera jamais recommandé pour être remboursé. Au contraire, si nous avons un traitement dominant, celui-ci sera toujours favorisé, sera toujours celui que nous recommandons au financement. Le problème vient lorsque nous sommes dans un des deux autres cadrans, soit en haut à droite ou en bas à gauche. Lorsque c'est le cas du résultat, ce qu'il faut considérer, c'est un autre facteur additionnel qui est la propension à payer du décideur. Généralement aussi, dans un cadre québécois, on va dire la propension à payer de la société. Lorsque notre résultat est sous cette propension à payer, on va dire que c'est coût-efficace. Et lorsqu'on est au-dessus de ce seuil, nous allons dire que nous sommes non coût-efficaces. Le problème vient du fait qu'aucun décideur a avantage à fournir quel est son seuil de propension à payer. Donc, nous ne savons pas exactement quel est le seuil de la propension à payer du décideur dans le contexte du Québec ou dans le contexte du Canada.
Il existe par contre dans la littérature certains seuils qui ont été rapportés sur lesquels on se base normalement lorsqu'on établit les résultats ou on stipule les conclusions de nos études par rapport aux résultats qu'on a obtenus. Si nous sommes en dessous d'un seuil de propension à payer de 50 000 par QALY, qu'on va définir dans quelques instants, on va déterminer généralement que notre résultat est coût-efficace et que celui-ci devrait être recommandé par le décideur. Si notre résultat se situe entre un seuil de 50 000 par QALY et de 100 000 par QALY, on va dire que notre résultat se trouve dans la zone grise de coût-efficacité. Ce résultat indique que nous sommes peut-être légèrement au-delà de ce que la société se dit prêt à payer pour une mesure d'efficacité donnée, dans ce cas-ci le QALY, mais qu'on est dans un résultat qui est quand même assez positif pour qu'il soit considéré et qu'on recommanderait qu'il soit tout de même remboursé. Lorsque nous dépassons le 100 000 par QALY, généralement, la littérature va dire que nous sommes non coût-efficaces. Fait important, comme je le répète, aucun des seuils identifiés dans cette diapositive n'a été stipulé par le gouvernement du Québec, le gouvernement canadien, comme étant leur seuil à eux. Ce sont des seuils qu'on utilise dans la littérature, qui sont nos barèmes inofficiels, mais un traitement qui pourrait être excessivement bon marché avec un rapport coût-efficacité très proche de zéro, mais légèrement supérieur à zéro, pourrait tout de même être refusé comme un rapport coût-efficacité excessivement élevé, bien au-delà de 100 000 par QALY, pourrait tout de même être remboursé pour d'autres considérations. L'avantage pour le décideur de ne pas stipuler quel est son seuil, c'est que ça lui permet d'identifier cette marge de manœuvre de quand je dis oui et quand je dis non. Donc, c'est un point important, ça va avoir un effet sur votre résultat, sur la pertinence qu'on pourrait imaginer de votre technologie, mais ce n'est pas un gage que celle-ci sera remboursée ou non, ou recommandée pour être remboursée ou non, peu importe la valeur de celle-ci. La prochaine méthode qu'on va présenter, c'est l'analyse coût-utilité. L'analyse coût-utilité ressemble beaucoup à l'analyse coût-efficacité. Même dans certaines littératures américaines, celles-ci ne sont pas différenciées et les auteurs américains ont tendance à considérer que l'analyse coût-utilité, c'est même une sous-sorte de l'analyse coût-efficacité. Tout comme l'analyse coût-efficacité, les résultats de l'évaluation économique de type analyse coût-utilité vont être rapportés via un ICER, via un rapport coût-efficacité différentiel, et interprétés de la même manière, toujours avec ce cadran, les 4 cadrans que je vous ai présentés, et le lien avec le seuil de propension à payer. La différence, par contre, de l'analyse coût-utilité par rapport à l'analyse coût-efficacité, c'est dans la mesure d'efficacité qu'on va considérer. L'analyse de coût-efficacité examinait des dimensions uniques d'efficacité. Ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, c'est la durée de vie, certaines mesures très spécifiques cliniques. L'analyse de coût-utilité, elle, utilise une mesure qui va être composite. La plus grosse différence entre l'analyse coût-utilité et l'analyse coût-efficacité, c'est que l'analyse coût-utilité va avoir tendance à utiliser une mesure composite d'efficacité et la plus commune étant les années de vie ajustées pour la qualité, ou en anglais, les Quality Adjusted Life Years, les fameux QALY dont je venais tout juste de parler. Les années de vie ajustées pour la qualité, elles, vont avoir un effet de quantifier la quantité de vie gagnée en fonction de la qualité de celle-ci. Donc, elle s'estime en multipliant le temps passé dans un état de santé et le score d'utilité associé à cet état de santé. Le score d'utilité représente la désirabilité ou la préférence relative qu'on accorde à un état de santé. Par convention, la santé parfaite a un score d'utilité égal à 1. La mort a un score d'utilité égal à 0. Et toute condition qui serait pire que la mort aurait un score d'utilité négatif. Nous n'assumons pas qu'il y a de conditions ou d'états de santé qui seraient supérieurs à la santé parfaite. Afin de faciliter la compréhension du concept, je vous fournis ce graphique qui, j'espère, va aider. Donc, imaginons un scénario où un patient a une maladie chronique qu'il est assigné à un traitement A. Le traitement A permet de gagner un certain nombre d'années de vie dans un état de santé spécifique. À la fin de l'année de vie, on assume que cette personne va avoir un événement aigu instantané qui va amener le décès. Cet événement, par contre, si on avait eu le deuxième traitement, soit le traitement B, n'aurait pas été mortel. Le traitement B a l'avantage par rapport à A de fournir exactement la même chose que A, mais qu'au moment de l'événement, le patient sous traitement B ne décède pas automatiquement et va décéder quelques années plus tard, malheureusement, ayant vécu l'événement qui aurait amené la mort sous A,
mais ce même événement a quand même un effet délétère sur sa vie. Donc, on voit que le score d'utilité va diminuer dans le temps entre le moment de mort sous A et mort sous B. Le patient a tout de même un gain d'années de vie et un gain de QALY, mais celui-ci va être diminué. Évidemment, la forme que je vous présente n'est pas nécessairement automatique. Certaines interventions vont favoriser des gains de vie, certaines interventions vont favoriser des gains de QALY, des gains de score d'utilité, de l'amélioration de l'état de santé, ou des combinaisons des deux. Mais cette même relation va toujours être en jeu, et quand on va calculer le nombre de QALY, le nombre d'années de vie ajustées pour la qualité qu'un traitement va permettre au patient, ce qu'on va faire, c'est vraiment l'air sous la courbe. Donc, on va examiner cette relation et on va calculer l'air sous la courbe avec les deux traitements examinés, et la différence entre les deux aires sous la courbe va nous donner le gain ou la perte de QALY, donc le différentiel d'efficacité associé à ces traitements. Un des points importants à noter lorsqu'on entreprend ce type d'analyse, c'est de garder en tête comment valoriser les préférences des états de santé. Les préférences, malheureusement, pour les états de santé vont différer pour plusieurs raisons. Premièrement, elles diffèrent entre populations, même lorsqu'on utilise la même méthode. Si j'estime un score d'utilité chez un groupe de patients au Québec versus le score d'utilité pour ce même groupe de patients qui vivrait en France, nous aurions potentiellement des résultats différents. Et c'est attendu, malheureusement. Idem, on sait aussi que le choix de méthode va grandement influencer le résultat qu'on obtient. Si on entreprend une estimation via des méthodes directes ou indirectes, on va obtenir des différences, et ce, même si on examine la même population. Donc, si vous examinez un groupe de patients ayant une condition donnée via un outil, et vous répétez l'exercice tout de suite après avec un deuxième outil, on s'attendrait à ce qu'il puisse y avoir des différences juste à cause de la méthode utilisée. La dernière des méthodes qu'on vous présente, c'est l'analyse coût-bénéfice. La plus grosse distinction, la plus grosse particularité des analyses de coût-bénéfice, c'est que l'entièreté des conséquences dans l'analyse coût-bénéfice est considérée sous forme monétaire. L'analyse coût-bénéfice nous permet d'examiner si le différentiel de coût entre le traitement B et le traitement A est inférieur au différentiel de la valeur monétaire de l'efficacité du traitement B versus la valeur monétaire de l'efficacité du traitement A. Si tel est le cas, on va dire que le traitement B est recommandé. Une autre manière de voir ça, c'est tout simplement à dire, est-ce que les bénéfices additionnels de B par rapport à A dépassent les coûts additionnels de B par rapport à A? Si c'est le cas, on va recommander le traitement B. Si ce n'est pas le cas, on va recommander le traitement A. Le plus gros défaut de l'analyse coût-bénéfice, par contre, est qu'elle dépend entièrement du fait qu'on est capable de monétiser ou d'estimer la valeur monétaire des conséquences qu'elle fournit. Malheureusement, c'est très difficile de quantifier la valeur monétaire des conséquences en santé. On n'est pas nécessairement capable d'estimer en valeur monétaire tous les bénéfices que procure une intervention, et si on en omet, nous allons biaiser le résultat. L'autre problème, c'est qu'il y a certaines dimensions qui sont très subjectives. Lorsqu'on entreprend une analyse coût-bénéfice, il faut tout de même monétiser ces conséquences subjectives. Par exemple, estimer la valeur monétaire de la douleur, c'est excessivement difficile à faire et ça va biaiser les résultats. Pour cette raison, malgré un intérêt accru pour les analyses coût-bénéfice dans le passé, depuis environ 15 ans, on voit que les analyses coût-utilité demeurent la méthode privilégiée lorsqu'on entreprend des évaluations économiques. C'est celle que vous allez le plus retrouver dans la littérature et celle sur laquelle je vous suggère de vous concentrer si vous entreprenez ce type d'évaluation dans le futur. Ayant passé au travers des différents types d'évaluations économiques, je me permets de vous présenter la modélisation de l'évaluation économique qui va, selon moi, être très utile pour les différents chercheurs et les différents groupes du réseau TECEL et des experts en médecine régénératrice ici et ailleurs. Donc, point important, lorsqu'on entreprend une évaluation économique, il y a deux grandes familles d'analyse d'évaluation économique, deux grands types d'évaluation économique qu'on va entreprendre. Première, qui sont les plus communes, c'est des évaluations économiques qui découlent des essais randomisés contrôlés. En anglais, on va dire des Randomized Controlled Trial Based Economic Evaluation. La deuxième sorte, c'est les évaluations économiques basées uniquement sur des modèles de simulation. Donc, Model Based Economic Evaluation en anglais. Cette section de la présentation va surtout se concentrer sur la deuxième. Les évaluations économiques basées sur des modèles mathématiques arrivent pour plusieurs raisons malgré tout. Même si je dis qu'elles sont moins communes,
elle demeure excessivement commune pour plein de raisons relativement simples. Principalement, c'est que l'évaluation basée sur des modèles est surtout utilisée lorsqu'on veut extrapoler des résultats. Comme vous savez, des études en randomisées contrôlées, ça a généralement des horizons temporels qui sont très courts, généralement quelques années, mais étant donné que l'évaluation économique, elle, favorise des horizons temporels à vie, on est généralement obligé d'extrapoler les résultats obtenus lors des essais randomisés contrôlés via des modèles, et c'est pour ça que celle-ci demeure très présente malgré tout. L'autre avantage important des évaluations économiques basées sur des modèles, c'est qu'ils permettent de comparer des interventions qui n'ont jamais été comparées directement entre elles. Donc, en utilisant des données provenant de revues systématiques ou de méta-analyse en réseau, méta-analyse simple, on est capable de fournir des paramètres à notre modèle visant à estimer l'effet comparatif entre deux traitements qui n'auraient potentiellement jamais été comparés directement lors d'un essai randomisé contrôlé ou lors d'un essai clinique, tout simplement. Finalement, leur dernier avantage, qui est aussi très important, c'est qu'il permet d'identifier les faiblesses d'une technologie d'un point de vue économique. Dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'une intervention ou une nouvelle série d'interventions est moins coefficace ou plus coefficace par rapport au traitement standard? En sachant qu'est-ce qui fait qu'elle est moins coefficace, on peut ensuite recentrer notre recherche afin de bonifier cette dimension, afin qu'elle ne soit plus une faiblesse de la technologie. C'est un des avantages, je pense, qui est le plus important pour les chercheurs en médecine régénératrice, parce qu'en identifiant quelles dimensions vont faire obtenir des résultats les plus faibles, vous allez potentiellement pouvoir améliorer votre technologie afin de compenser ce défaut. Lorsqu'on parle de modélisation économique, il y en existe plusieurs types, plusieurs sortes de modèles. Je vous présente les deux qu'on voit le plus dans la littérature, soit les arbres décisionnels et les modèles de Markov. L'arbre décisionnel, c'est un modèle qui vise tout simplement à identifier les parcours de soins découlant du choix de traitement. Suite au fait d'initier un traitement A versus un traitement B, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est important de garder en tête, par contre, c'est que les arbres décisionnels sont généralement privilégiés lorsqu'on modélise des événements qui sont aigus, des horizons temporels très courts. Lorsqu'on doit aller plus loin qu'un événement aigu, surtout lorsqu'on examine une situation où on modélise à vie, on va généralement privilégier le modèle de Markov. Vous avez ici un exemple d'un arbre décisionnel simple, qu'on parle de traitement A ou traitement B. On voit dans cet arbre décisionnel que les patients qui sont assignés au traitement A ont 20% de chances d'obtenir la conséquence 1 et 80% de chances d'obtenir la conséquence 2. Tandis que ceux qui sont assignés au traitement B, eux, ont 100% de chances d'obtenir la conséquence 3. Point très important à considérer, l'arbre décisionnel assume que 100% des conséquences sont toujours identifiées. Donc, dans ce cas-ci, on voit que la somme de 20 et 80 va donner 100%. Ce qui est important à considérer dans ce cas-ci, c'est que si vous aviez plus de conséquences, il faudrait toujours quantifier afin d'avoir la proportion qui ont chacune des conséquences considérées. L'analyse du résultat de l'arbre décisionnel se fait tout simplement en faisant la moyenne pondérée des deux options. Donc, si on regarde le traitement A, ce serait 20% des conséquences 1, tant d'un point de vue économique que clinique, plus 80% des conséquences économiques et cliniques du traitement 2. Donc, la somme de ces résultats, qui est notre exemple de moyenne pondérée dont on parlait tout à l'heure, va être comparée à 100% des conséquences 3 des patients qui seraient assignés au traitement B. Le modèle de Markov sera le deuxième type de modèle dont on va discuter aujourd'hui. Brièvement, un modèle de Markov, c'est un modèle qui vise à examiner les parcours de soins des patients en termes d'état de santé mutuellement exclusifs. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il examine l'évolution de l'état de santé des patients dans le temps. À comparer un arbre décisionnel qui va permettre une très grande granularité de l'information, mais sur une très courte période, le modèle de Markov, lui, va avoir tendance à être beaucoup plus macro, examinant vraiment des transitions entre des états de santé, mais sur une très longue période. Donc, malheureusement, on n'a pas ce niveau de précision accru que l'arbre décisionnel nous donne, mais peut permettre plus facilement, étant donné qu'il est macro, à examiner vraiment un effet à long terme des traitements. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, le modèle de Markov va généralement être privilégié lorsqu'on va examiner des effets à très long terme. Vous voyez ici un exemple d'un modèle de Markov à 3 états, soit sain, malade ou mort. Vous voyez, les flèches indiquent, lorsqu'on est dans un état de santé, quelle transition nous pouvons avoir. Par exemple, si on se concentre sur l'état sain, on voit que les patients peuvent rester sains,
passer d'un état sain à un état malade ou passer d'un état sain à un état mort. Ce qui est important de garder en tête, c'est vraiment que ces transitions, ces flèches, nous permettent de voir comment un patient peut évoluer dans le temps. Dans ce cas spécifique, on voyait que les patients malades ne pouvaient jamais redevenir sains. Cependant, rien n'empêcherait de créer un modèle qui permettrait ces transitions si vous pensez que c'est réaliste. Le troisième volet de la présentation va vous parler de l'analyse d'impact budgétaire, qui est légèrement différente de l'évaluation économique, mais aussi une dimension qui est entreprise par les pharmaco-économistes et les économistes de la santé. Une analyse d'impact budgétaire, ce que c'est une méthode qui permet d'estimer l'utilisation des ressources et des dépenses budgétaires lors d'un horizon temporel prévu. En gros, c'est l'analyse qui quantifie à quel point le budget sera modifié, soit à la hausse ou à la baisse, suite à l'adoption ou le remboursement d'une technologie. Si je le montre graphiquement, tout simplement, l'analyse d'impact budgétaire, c'est le coût si le traitement est adopté versus le coût si le traitement ne l'est pas, généralement la situation actuelle. Les résultats peuvent être un de trois scénarios. L'analyse d'impact budgétaire identifie qu'il y aurait une augmentation des dépenses en santé si on ajoute l'intervention. Donc, si le résultat est plus grand que zéro, ça veut dire que l'analyse d'impact budgétaire va assumer que l'adoption de cette technologie va augmenter le budget. Il pourrait être nul, donc l'analyse d'impact budgétaire égale zéro, ça veut dire que l'adoption de la technologie se fait à coût nul pour le système de santé, et pourrait être inférieur à zéro, ça veut dire que le nouveau traitement économiserait de l'argent par rapport au statu quo. Le cas le plus simple à imaginer permettant d'expliquer pourquoi une analyse d'impact budgétaire serait négative ou inférieure à zéro, c'est dans un scénario où est-ce qu'on adopterait, on examinerait l'adoption d'un médicament générique qui coûte généralement moins cher que le traitement breveté. Lorsque vous voulez entreprendre une analyse d'impact budgétaire, il y a 7 points qui sont à considérer. Je vais en présenter que 4 aujourd'hui. Le premier point à considérer, c'est les spécificités de votre système de santé. Dans le fond, ça représente les particularités que vous devez tenir compte dans votre analyse d'impact budgétaire qui dépendent du système de santé dans lequel vous êtes. Si on pense au Québec, un des exemples les plus faciles à imaginer dans le contexte des médicaments, c'est que tous les Québécois doivent être couverts, doivent être assurés par une police d'assurance médicaments. Si on entreprenait les impacts budgétaires au Québec versus dans une autre province où ce ne serait pas le cas, on pourrait avoir des analyses d'impact budgétaire différentes. Ça, c'est vraiment un des points très importants des impacts budgétaires à considérer. Malheureusement, les résultats de celles-ci sont spécifiques au contexte considéré. C'est très difficile de transposer des résultats d'analyse d'impact budgétaire pour cette raison. Le deuxième point à considérer dans une analyse d'impact budgétaire, c'est qui utiliserait l'ancienne et la nouvelle technologie si celle-ci est adoptée ou ne l'était pas. Premier scénario qu'on identifie, c'est quelle proportion de la population utiliserait l'ancienne technologie si on n'adopte pas la nouvelle, donc le statu quo. Qui utilise actuellement la technologie disponible? Cette proportion va être mise en comparaison avec la population qui utiliserait la nouvelle technologie si on adopte la nouvelle technologie et quelle proportion de population utiliserait la nouvelle technologie si on l'adopte. Problème, c'est c'est excessivement difficile de prédire qui va utiliser la nouvelle technologie suite à son adoption. Autre point important à considérer, c'est que le nombre total identifié dans le scénario 1 n'est pas obligatoirement égal au nombre total dans le scénario 2. Une des explications les plus faciles à imaginer, c'est dans le contexte où la vieille technologie serait allergène pour un certain groupe, délétère pour un certain groupe de gens. Donc, la nouvelle technologie est apparue parce qu'elle n'a pas ce désavantage. Donc, une fraction de la population ne pouvant pas prendre la vieille technologie a maintenant une technologie qui lui est offerte. Et celle-ci pourrait augmenter le bassin de gens traités. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est un point à considérer, puis c'est un point qui peut expliquer la différence entre les deux N. Troisième point à considérer, c'est l'horizon temporel de l'analyse d'impact budgétaire. À la différence des évaluations économiques, l'horizon temporel dans les analyses d'impact budgétaire est généralement très court. Au Québec, on recommande 1 à 3 ans. Au niveau canadien et l'international, on voit parfois jusqu'à 5 ans. Mais c'est rarement au-delà de 5 ans. Dernier point que je veux discuter dans l'analyse d'impact budgétaire concerne l'actualisation. Dans l'évaluation économique, l'actualisation est une composante excessivement importante. À l'inverse, dans l'analyse d'impact budgétaire, l'actualisation n'est pas entreprise.
on n'actualise pas les données d'une analyse d'impact budgétaire. Cependant, dans une analyse d'impact budgétaire, si on sait qu'il y a des composantes de coûts que le prix va changer dans le temps, imaginons un contexte parce qu'un médicament qui est breveté pendant l'horizon temporel de l'analyse d'impact budgétaire devient générique, on assume que le prix va baisser et cette modification du prix pourrait être considérée. Mais ce n'est pas de l'actualisation, même si c'est un changement du prix dans le temps. Prochaine diapositive vous permet de voir vraiment la comparaison entre l'analyse d'impact budgétaire et l'évaluation économique en santé. Premièrement, d'un point de vue de question. Donc, je vous rappelle, l'analyse d'impact budgétaire, c'est avons-nous la capacité budgétaire pour ajouter l'intervention ou la nouvelle technologie? L'évaluation économique, elle, c'est est-ce que la nouvelle technologie représente le meilleur rapport qualité-prix pour le système? Le but de ces deux types d'analyse est très différent aussi. L'analyse d'impact budgétaire vise à faire une planification budgétaire, prévoir les budgets pour les années futures suite à l'adoption ou non du traitement. L'évaluation économique, vraiment examiner uniquement si le traitement est efficient ou non. D'un point de vue conséquences, autre grosse différence, l'analyse d'impact budgétaire n'examine pas les conséquences. Elle se concentre uniquement sur les coûts. Dans l'évaluation économique, par contre, les conséquences sont très importantes. Même dans l'analyse de minimisation de coûts, on a quand même considéré les conséquences. On l'a juste exclu de l'analyse parce qu'elle est identique entre les deux, mais elle est tout de même considérée. À l'inverse de la mesure des conséquences, la mesure des coûts, elle, va être plus similaire entre les deux approches. La différence, c'est que l'analyse d'impact budgétaire, elle, va examiner surtout les conséquences totales, donc les dépenses totales économiques pour le système si on adopte le traitement versus si on ne l'adopte pas. Et l'évaluation économique, elle, va examiner le coût ajouté par unité d'efficacité. Donc le ICER, le rapport coût-efficacité différentiel, c'est vraiment le coût ajouté par mesure d'efficacité additionnelle, tandis que l'analyse budgétaire, c'est vraiment pour le système complet, quelle est la différence de coût. Finalement, je vous rappelle l'horizon temporel aussi très différent entre les deux types d'analyse. Dans l'analyse d'impact budgétaire, l'horizon temporel est habituellement à très court terme, 1, 3, 5 ans. Dans l'évaluation économique, étant donné qu'on a tendance à plus entreprendre des évaluations économiques de médicaments ou de technologies pour des conditions chroniques, celle-ci va avoir tendance à favoriser des horizons temporels qui sont à très long terme, par exemple à vie. En conclusion, l'évaluation économique en santé, tout comme l'analyse d'impact budgétaire, c'est habituellement entrepris lorsqu'on cherche à rembourser une technologie. Il n'y a rien qui empêche d'entreprendre ces deux types d'analyses plus tôt dans le processus, même si ce n'est pas commun. L'avantage de le faire plus tôt, c'est que ça identifie potentiellement la viabilité économique de votre technologie. Est-ce que ça vaut la peine de continuer dans cette voie, considérant les forces et les faiblesses de votre intervention par rapport à ce qui est actuellement disponible? C'est important pour les membres du réseau TCL de prévoir l'évaluation économique et l'analyse d'impact budgétaire de leur technologie. Même si vous êtes à plusieurs années potentiellement d'avoir une technologie de prête, plusieurs des étapes méritent d'être entreprises bien avant. La raison, c'est qu'on manque énormément de données économiques. C'est excessivement difficile en ce moment d'entreprendre des évaluations économiques au Québec, au Canada, surtout dans le contexte de la médecine régénératrice, parce qu'il y a tellement de paramètres à considérer pour lesquels nous n'avons pas de données que prévoir ces analyses rapidement va permettre de préparer le coût lorsque vous serez prêt à faire rembourser votre technologie. Donc, dans cette optique, je me permets de vous présenter certaines thématiques d'ordre économique que vous pourriez considérer. La première, c'est une analyse de coût. Donc, l'analyse de coût, ce serait tout simplement d'identifier le coût des traitements usuels ou expérimentaux, par exemple les technologies de médecine régénératrice que vous êtes en train de mettre sur pied, et les parcours de soins des patients atteints des maladies ou de la condition que vous essayez de traiter. Si vous voulez entreprendre ce type d'analyse, il y a plusieurs méthodes que vous pourriez faire. Vous pourriez entreprendre des analyses de données médico-administratives. Au Québec, on dirait des analyses de la RAMQ. Vous pourriez examiner des données financières provenant des centres hospitaliers, peut-être plus micro comme données, mais par exemple, si vous examinez des données ou des interventions qui seraient chirurgicales, obtenir le coût du traitement chirurgical via le centre hospitalier est peut-être une très bonne idée pour avoir une très bonne précision sur le coût. Autre dimension économique, si on pense à la perspective du patient, les patients ont des dépenses en santé. Les technologies en médecine régénératrice, on l'espère, vont avoir un gros impact pour les patients.
non seulement cet impact-là va être clinique, mais il pourrait aussi être économique. Et entreprendre des questionnaires auprès de vos patients pour savoir quel est leur fardeau économique, dans l'optique que si vous arrivez à développer votre technologie et que vous faites éliminer la maladie, bien, vous pourriez potentiellement même éliminer ce fardeau pour le patient et ses proches. Le deuxième type d'analyse que vous pourriez vouloir entreprendre, c'est les analyses des scores d'utilité. Parce que comme je vous ai dit, les analyses coût-utilité étant maintenant la norme, ou du moins la méthode la privilégiée en évaluation économique, l'obtention du score d'utilité assigné à un état de santé va être très important pour entreprendre cette analyse. Donc, vous pourriez tout simplement préparer des études où est-ce que vous demandez aux patients atteints de la maladie ou de la condition que vous essayez de traiter, bien, de fournir les scores d'utilité associés à leur état de santé. Vous pourriez entreprendre, évidemment, des outils, méthodes directes. On va discuter plus tard dans un autre webinaire, mais j'aurais tendance à vous recommander à plutôt utiliser des questionnaires standardisés qui sont des méthodes indirectes. Je vous en nomme quelques-unes ici. Vous pourriez entreprendre ce type d'analyse grâce à des études transversales ou des études prospectives. Dans les deux cas, il y a des avantages et des désavantages à considérer. Autre type de questionnaire que vous pourriez entreprendre, c'est des expériences de choix discrets. Très communs en économie et qui sont depuis quelques années aussi une partie importante de l'évaluation économique. Ce type de modèle permet, grâce à une approche complémentaire, à estimer les scores d'utilité. Vous allez voir plus tard, il faut aussi d'autres fonctions par rapport aux préférences des patients. Le troisième type d'évaluation que vous pourriez entreprendre, c'est des évaluations de l'efficacité des traitements potentiels. Donc, votre traitement ainsi que les autres traitements qui sont actuellement disponibles. Donc, vous essayez d'examiner l'efficacité de ces traitements afin d'avoir des mesures d'efficacité qu'on peut intégrer dans nos modèles économiques. Donc, pour ce faire, exactement comme on avait dit tout à l'heure dans la modélisation, vous pouvez entreprendre des revues systématiques, des méta-analyses simples, des méta-analyses en réseau. Toutes ces méthodes vont nous permettre d'avoir des mesures d'efficacité qui peuvent être intégrées dans un modèle économique plus tard, même si votre technologie n'est pas encore prête à 100%. On peut entreprendre des analyses préliminaires pour avoir une idée du potentiel de bénéfice différentiel que votre technologie pourrait avoir par rapport aux autres comparateurs. La dernière type de thématique que vous pourriez examiner, c'est lorsqu'on veut examiner les préférences des patients. Ce type d'étude cherche à comprendre les préférences des patients par rapport aux différents traitements qui sont possibles. Identifier quels sont les symptômes les plus problématiques pour les patients. L'idée étant que si vous comprenez ce que vos patients préfèrent, qu'est-ce qui les dérange par rapport à leur maladie, par rapport au traitement que vous offrez, vous avez une chance d'améliorer vos traitements, améliorer la possibilité de traitement afin de pallier à ces problèmes ou à ces faiblesses identifiées. Pour ce faire, vous pouvez considérer entreprendre des expériences de choix discrets, vous pourriez faire des évaluations contingentes, faire des analyses qualitatives aussi et questionner vos patients. Pour conclure, je me permets de vous présenter certaines références pertinentes qui pourraient vous aider à mieux approfondir certaines thématiques qu'on a discutées, certains concepts qu'on a discutés aujourd'hui, et un glossaire identifiant tous les pictogrammes que vous avez vus tout au long de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette présentation va vous aider dans vos projets futurs. Je vous invite à me contacter si vous avez des questions au courriel identifié dans cette diapositive. Je vous remercie. Bonne journée.